Je me souviens d'une après-midi, il n'y a pas si longtemps, assise dans le silence feutré d'un cabinet d'avocat. Le café y était sans saveur, la lumière trop vive, un décor banal pour une révélation si profonde. Arnaud, lui, avait toujours vu ma discrétion comme une absence de caractère, ma patience comme de la faiblesse. Il me disait souvent, d'un ton léger mais cinglant, que mon cœur d'artiste était trop naïf pour le monde réel, un détail que seul moi comprenais vraiment. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je n'ai jamais contesté ces mots. Pas ouvertement. Je les ai juste laissés s'installer en moi. Ce n'était pas de l'impuissance, non. C'était une façon de regarder, d'observer, de comprendre sans faire de bruit, silencieusement. J'ai cru longtemps que la force se mesurait aux éclats, aux grands gestes, aux paroles sonores. Mais il m'a fallu tout perdre, absolument tout, pour voir enfin ce qui se cachait derrière les apparences trompeuses. Me voici, Élodie Dubois. J'avais 35 ans à l'époque, et en moi, la vie s'épanouissait déjà depuis 5 mois. Je me tenais là, près de l'entrée d'une des salles de bal les plus somptueuses de l'hôtel Ritz Paris, un lieu où, ce soir-là, les lustres scintillaient comme 1000 diamants glacés, projetant une lueur dorée sur l'élite parisienne. Pourtant, aucune de cette chaleur ne semblait m'atteindre. Je me sentais isolée, étrangère. Une main se posait instinctivement sur mon ventre déjà rond, le protégeant d'un monde qui me paraissait soudainement hostile, tandis que l'autre serrait légèrement mon invitation, le papier frissonnant à peine sous mes doigts tremblants. J'étais venue ce soir-là pour soutenir Arnaud. Oui, Arnaud Beaumont. Mon époux, du moins l'était-il encore à mes yeux. Il était le directeur financier dont la carrière montait en flèche, l'homme qui, autrefois, m'avait juré que j'étais son univers entier. Mais cet univers, le mien, avait basculé de façon si brutale, si irrévocable, à l'instant même où je l'avais vu. Et elle avait fait son entrée dans la salle, pas avec moi, non. Il était accompagné d'une autre femme. Camille Vidal. Éclatante, dangereuse, du genre de femme qui semble n'avoir jamais connu le refus de sa vie. Elle se tenait à son bras, comme si elle était déjà la propriétaire de son existence. Les flashs des appareils photo crépitaient aussitôt, illuminant la scène d'une lumière crue. Des murmures, à peine audibles au début, traversaient la foule. Certains, je le sentais, retenaient leur souffle, me reconnaissant. D'autres ne prenaient même pas la peine de masquer leur curiosité, une curiosité parfois cruelle. Arnaud, lui, n'avait pas scié. Il n'avait pas cherché mon regard dans la foule. Il n'avait même pas fait semblant de se soucier. Au lieu de cela, il avait posé sa main sur la taille de Camille, un geste d'une assurance froide, et avait posé ses lèvres sur sa joue, sous l'éclat aveuglant des lumières du bal. Mon souffle s'était bloqué dans ma gorge. Une brûlure derrière mes yeux avait brouillé l'éclat doré des cristaux autour de moi. J'avais essayé de reculer, de respirer, de me retenir. Mais l'humiliation était un voile épais, suffocant. Des dizaines d'invités s'étaient tournés pour me fixer, leur regard pesant sur moi comme une chape de plomb. C'est alors qu'une autre présence était apparue à mes côtés. Grande, digne, portant le poids d'une fortune ancienne et d'une autorité inébranlable. Monsieur Antoine Vidal. Le père de Camille. Il avait baissé les yeux vers moi, et son expression n'était pas celle de la pitié. Non. C'était une colère froide, calculée, qui se lisait dans ses traits. Il avait tout vu, j'en étais certaine. Et à cet instant précis, l'équilibre des pouvoirs dans la pièce avait basculé, non pas vers Arnaud et sa maîtresse, mais vers cette femme silencieuse, tremblante, que mon mari pensait avoir détruite. Et la voix de Monsieur Vidal s'était fait un murmure grave, dangereux. Madame Dubois, voudriez-vous vous joindre à moi un instant, s'il vous plaît? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je m'étais figée. Ce qu'il avait dit ensuite, je ne le savais pas encore, allait changer le cours de ma vie entière. À cet instant, je ne comprenais pas pourquoi cet homme,
ce pilier de l'élite parisienne, me prêtait attention. Mais mon esprit, déjà submergé par la douleur de cette trahison publique, commençait son propre voyage, un voyage vers le passé. Je me suis retrouvé à revoir, pas à pas, chaque moment de ma vie avec Arnaud, chaque promesse, chaque déception, chaque fissure qui avait fini par briser ce que je croyais être notre monde. Le début de cette nuit cruelle était aussi le début de ma mémoire qui défilait, me montrant le chemin vers ce que nous étions devenus. J'ai grandi loin de ces lumières scintillantes de Paris, dans un petit village en Provence. La vie y était simple, douce, prévisible. Les voisins se prêtaient du sucre, les portes restaient rarement verrouillées. Il y avait une chaleur humaine, une évidence dans les gestes, une certitude dans le quotidien qui me semblait immuable. C'était un cocon, un refuge, jusqu'à ce qu'une série de tragédies vienne briser chaque péane de ma sécurité, une à une. D'abord, le départ soudain de ma mère, sans un mot, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Puis, la disparition de mon père de ma vie, une absence qui résonnait plus fort que n'importe quelle présence. Et enfin, l'effondrement financier de la petite agence d'architecture où je travaillais, emportant avec lui mes rêves de bâtir quelque chose, pierre après pierre. Je me suis retrouvé à la dérive, portant bien plus de cicatrices que de confiance en moi. Mon cœur était lourd, mon esprit fatigué. J'avais l'impression de n'être qu'une ombre, traversant les jours sans réelle conviction. C'est dans cet état fragile que je l'ai rencontré, Arnaud Beaumont. C'était lors d'une de ces réceptions de réseautage professionnel, dans le quartier de la Défense, un monde si différent du mien, fait de verre et d'acier, de bruit de pas pressés. Il est apparu comme une lumière dans mes ténèbres. Il était tout ce que je n'étais pas à ce moment-là, poli, charismatique, ambitieux. Un homme dont la réputation de star montante, dans le monde de la finance parisienne le précédait. Il a fait des gestes si simples, si attentionnés, qui semblaient si rares à mes yeux. Il tirait ma chaise, se souvenait de ma commande de café, me raccompagnait chez moi sous la pluie. Ces petites attentions, si insignifiantes pour d'autres, étaient pour moi des éclairs d'espoir. Il me donnait l'impression que la stabilité, ce sentiment si précieux que j'avais perdu, existait encore. J'ai cru qu'avec lui, je pourrais enfin reconstruire un foyer, une vie, retrouver cette paix intérieure que j'avais tant cherchée. Mon cœur, fatigué de tant de pertes, s'est rempli d'un espoir aveugle. J'ai épousé Arnaud avec la conviction que nous allions bâtir quelque chose de solide, de durable. Pourtant, le mariage, comme une lumière trop vive, a lentement révélé les premières fissures. L'affection d'Arnaud, si chaleureuse au début, s'est transformée, imperceptiblement, en indifférence. Ses gestes, autrefois spontanés, sont devenus calculés. Son attention, je l'ai vite compris, n'arrivait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose de ma part. Ma signature sur un document, mon soutien silencieux lors d'un événement mondain, mon absence de questions. Je me souviens de ce sentiment étrange, cette sensation de couler, qui s'installait doucement dans ma poitrine. C'était une alarme silencieuse, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Mais j'étais si désireuse de maintenir la paix, de ne pas faire de vagues, de préserver cette image de bonheur que j'avais si désespérément construite. Alors, je l'ai ignoré. J'ai préféré fermer les yeux, espérant que ce sentiment n'était qu'une faiblesse passagère, un reste de mes anciennes blessures. Je me suis convaincu que ce n'était rien, que l'amour suffirait à combler les vides. Mais la vérité, je la sentais, commençait déjà à poindre, tapis dans l'ombre de nos jours partagés. Mon mariage avec Arnaud avait lentement exposé les fissures que j'avais si désespérément essayé d'ignorer. La chaleur d'Arnaud s'était refroidie pour laisser place à l'indifférence, et ses gestes, autrefois si doux, étaient devenus calculés. Son affection, je le sentais, ne me parvenait que lorsqu'il en avait besoin, pour un soutien en public, une signature sur un document, ou simplement mon silence. Je me souviens de ces soirées où je préparais son plat préféré, le ragoût mijoté qui embaumait toute la cuisine, espérant qu'il rentrerait avec un sourire. Mais souvent, le repas restait tiède, puis froid,
comme notre relation. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que cela changerait tout. J'ai imaginé son visage s'illuminer, la tendresse revenir dans ses yeux. Arnaud avait souri, c'est vrai, il avait dit les mots justes, et même posé un baiser sur mon ventre, un geste si doux, si inattendu. Mais cette tendresse avait vite pâli, remplacée par une tension palpable, le genre de silence qui me faisait douter de tout ce que j'avais cru comprendre. Mon cœur de femme, et surtout de future mère, se serrait à chaque fois point ces soirées tardives se sont multipliées. Les excuses devenaient de plus en plus minces, de plus en plus invraisemblables. Son téléphone restait toujours posé face contre terre, comme un secret qu'il fallait à tout prix préserver. Chaque fois, je me disais qu'il était stressé par le travail, fatigué par les pressions du monde de la finance. J'essayais de me convaincre qu'il m'aimait encore, que cette distance n'était qu'une étape, une épreuve à surmonter. Je m'accrochais à l'idée que mon bébé, notre bébé, apporterait la lumière dont nous avions besoin, qu'il recollerait les morceaux de notre famille qui semblaient se désagréger. Il y a eu cette nuit, je me la rappelle très bien. Je l'attendais, assise dans le salon, la pièce vide semblant démesurée autour de moi. Quand il est rentré, tard, son costume encore impeccable mais son regard déjà lointain, j'ai osé poser la question, d'une voix presque inaudible. « Arnaud, pourquoi es-tu rentré si tard, encore ?» Sa réponse fut un soupir exaspéré, une vague explication sur des réunions imprévues. « Tu es trop émotive, Élodie, à cause de la grossesse. Tu dramatises. » Il avait balayé mes inquiétudes d'un revers de main, comme on écarte une mouche gênante. Ces mots étaient comme une gifle froide, il m'avait laissé sans voix, le souffle coupé point j'y me sentais. Oui, je me sentais pourrir de l'intérieur. Chaque jour, un peu plus. Mais j'avais continué à espérer, à m'accrocher à cette façade de normalité, jusqu'à ce que ce gala au Ritz vienne briser la dernière illusion que j'avais entretenue. La dignité, je le savais, se perdait dans l'attente, dans ce déni constant. Je ne voulais pas croire qu'il avait cessé de m'aimer, de nous aimer. C'était une pensée trop douloureuse, trop effrayante. Je me sentais si seule, si incomprise point parfois, je me demande, mes chers amis, combien de femmes ont, elles aussi, tenu à une espérance aussi fragile que la mienne. Combien d'entre vous ont, un jour, senti leur cœur devenir aussi lourd, aussi las, sans oser l'avouer? Quand monsieur Antoine Vidal m'a demandé de le suivre, je l'ai fait machinalement, comme une ombre. Mon cœur battait si fort sous le tissu léger de ma robe, non seulement à cause de l'humiliation que je venais de subir, mais aussi à cause du poids de tout ce que j'avais si désespérément tenté d'ignorer. Il m'a guidé loin du brouhaha du bal, vers un long couloir tranquille, bordé de tableaux anciens importés d'Europe, chaque cadre éclairé par de douces appliques murales qui projetaient de longues ombres sur le marbre poli. De là, on pouvait apercevoir le jardin des Tuileries, ses lumières d'hiver scintillant comme des lucioles lointaines, un contraste si saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. Un serveur est passé, portant un plateau d'argent rempli de coupes de champagne, mais monsieur Vidal l'a congédié d'un simple geste de la main, sans ralentir le pas. Nous sommes entrés dans un salon privé, un lieu réservé aux membres du conseil et aux fondateurs, une pièce que la plupart des invités du gala n'auraient jamais vue. Les murs en acajou sombre s'élevaient au-dessus de nous, interrompus seulement par d'immenses fenêtres donnant sur le jardin, où la neige commençait tout juste à tomber, légère et silencieuse. Une carafe en cristal d'un vieux scotch brillait d'une lueur ambrée sous les lumières tamisées, à côté d'un bol d'orchidées pâles. Cette pièce semblait plus calme, plus lourde, un espace où les véritables décisions étaient prises, loin des rires étouffés du dehors-point. « Élodie » a-t-il dit doucement, me guidant vers un fauteuil en cuir moelleux. « Asseyez-vous. Vous avez l'air d'avoir perdu pied. » J'ai murmuré, « C'est le cas. » J'ai baissé les yeux sur mes mains, étonné de les trouver si petites sur les accoudoirs sculptés de la chaise. Je me sentais si déplacé dans un lieu conçu pour des hommes et des femmes qui façonnaient des villes d'un simple coup de crayon ou d'une signature.
Cet environnement, a poursuivi Monsieur Vidal, balayant l'horizon de sa main, est plus fragile qu'il n'y paraît. Ces gens prétendent tenir le monde entre leurs mains. En vérité, la plupart d'entre eux ne sont qu'à un scandale de tout perdre. J'ai dégluti avec difficulté. Est-ce cela, un scandale? Ses yeux se sont durcis. Pas encore. Mais cela ne tardera pas. Arnaud s'en est assuré. J'ai levé les yeux vers lui, brusquement. Que voulez-vous dire? Monsieur Vidal s'est penché en avant, baissant la voix. Parce que l'homme que vous avez épousé n'a pas seulement trahi votre confiance. Il a trahi la mauvaise famille. Mes doigts se sont recroquevillés instinctivement autour de mon ventre. Comment cela? Il a expiré lentement, comme s'il pesait le poids de ses prochains mots. Il y a quelque chose que vous méritez d'entendre, Élodie. Quelque chose qui concerne aussi bien vous que ma propre fille, Camille. Arnaud n'a pas seulement abusé de votre confiance, il a utilisé Camille pour accéder à des cercles qu'il pensait pouvoir l'élever. Il ne comprend ni ma fille, ni moi. J'ai cligné des yeux, confuse. Je ne comprends pas. Monsieur Vidal a regardé un instant par la fenêtre, où les flocons de neige dansaient silencieusement. Élodie, a-t-il repris, sa voix à peine audible, depuis combien de temps Arnaud vous traite-t-il ainsi? J'ai hésité. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Ni mes amis, ni la famille d'Arnaud, pas même Arnaud lui-même. Je ne sais pas quand cela a commencé, ai-je murmuré. Je n'arrêtais pas de penser qu'il était stressé, ou fatigué, ou sous pression au travail. Je ne voulais pas croire qu'il avait cessé de m'aimer. Monsieur Vidal m'a étudié d'un regard lourd, empreint de savoir, le regard de quelqu'un qui a vu trop de femmes se briser en silence. Une angoisse terrible s'est emparée de moi. Ce qu'il disait résonnait en moi avec une justesse effrayante. Je n'étais pas seule à ressentir cette douleur, cette solitude. Et cette pensée, étrangement, m'a donné un frisson, un mélange de peur et d'un infime espoir que quelqu'un, enfin, comprenait. Monsieur Vidal s'est penché de nouveau, son regard se faisant plus sombre, plus lourd. Parce que l'homme qu'il a choisi d'amener ce soir, Élodie, n'est pas seulement ma fille. Elle est aussi la raison pour laquelle Arnaud est sur le point de tout perdre. J'ai cligné des yeux, mon esprit luttant pour saisir la portée de ces mots. Et elle a expliqué, sa voix grave, posée, chaque mot résonnant avec une autorité incontestable. Arnaud Beaumont avait toujours su comment occuper l'espace, comment capter l'attention. Même avant d'amasser une influence significative chez Beaumont et associés, il marchait avec cette arrogance propre aux hommes convaincus de leur propre invincibilité. Ayant grandi comme le fils privilégié d'une dynastie d'affaires, il avait appris très tôt que le charme pouvait ouvrir des portes et que la manipulation pouvait les maintenir ouvertes. Le succès, pour lui, n'était pas quelque chose qu'on gagnait, mais quelque chose qui lui était dû. J'avais jadis admiré cette confiance, cette assurance. Mais à présent, je ne voyais plus que le danger qui s'y nichait. Monsieur Vidal a continué, sans détour. Arnaud avait utilisé Camille, sa propre fille, comme un simple levier, un outil pour pénétrer les cercles qu'il convoitait tant. Des cercles de vieille monnaie, des familles influentes, des raccourcis vers un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. Il la considérait comme un accessoire précieux, une preuve de sa réussite sociale, une passerelle vers une légitimité qu'il ne possédait pas. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que les connexions de la famille Vidal ne le protégeaient pas. Elles le mettaient en danger. Puis est venue la révélation qui m'a coupé le souffle. Monsieur Vidal a pris une inspiration profonde, son regard fixé sur moi, comme pour s'assurer que j'étais prête à entendre l'ampleur de la trahison. Arnaud, a-t-il dit, chaque mot assénant un coup. Arnaud a ouvert un compte secret, Élodie. Un compte à votre nom. Il a utilisé votre identité, et vos signatures, des signatures falsifiées, bien sûr, pour y transférer des dizaines de millions d'euros. Des fonds volés à Beaumont et associés.
Le monde a vacillé autour de moi. Des dizaines de millions d'euros. Mon nom. Ma signature. J'étais une complice à mon insu. Je n'avais jamais vu cet argent, je n'avais jamais rien signé. J'étais une architecte de formation, pas une criminelle. La peur, une peur froide et paralysante, a envahi chaque fibre de mon être. Pas seulement pour moi, mais pour l'enfant qui grandissait en moi. Il avait mis notre avenir, l'avenir de notre bébé, en péril. Mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était une trahison au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, une profondeur de calcul et de cruauté qui me laissait sans voix point pendant ce temps. De retour dans la salle de bal, Arnaud, je l'imaginais, se prélassait dans la foule qu'il admirait pour toutes les mauvaises raisons. Son smoking parfaitement taillé, son discours soigné, sa capacité à vanter une croissance financière tout en cachant la pourriture sous la surface. Ce soir-là, il se comportait comme un homme qui se croyait enfin intouchable. Et Camille, accrochée à son bras comme un trophée, nourrissait cette illusion. Pour les invités, leur apparition était choquante, audacieuse, voire imprudente. Pour Arnaud, c'était une stratégie. Dans son esprit, j'étais déjà le passé. Camille représentait l'opportunité. Des connexions plus profondes, une richesse héritée, un raccourci vers des cercles qu'il poursuivait depuis des années. Et elle balayait la salle du regard, inconscient que j'avais disparu. Il levait une coupe de champagne, riant bruyamment à une blague que quelqu'un faisait sur une promotion. Les gens autour de lui souriaient poliment. Personne n'osait le contredire, mais leurs regards glissaient nerveusement vers le couloir privé où Monsieur Antoine Vidal avait disparu quelques minutes plus tôt. Des murmures commençaient à s'élever, des questions discrètes. N'est-ce pas la femme de Beaumont? Pourquoi Vidal la fait-il sortir? Oh, ça va être compliqué. Mais Arnaud, englouti dans son propre ego, ne remarquait rien de tout cela. Pendant ce temps, Camille s'était penchée vers lui, ses lèvres effleurant son oreille. Nous sommes déjà tendance sur les réseaux sociaux, avait-elle murmuré. Tout le monde nous adore. Arnaud avait ricané. Bien. Après ce soir, Élodie n'aura d'autre choix que de se retirer. Mais Camille avait hésité. Es-tu sûre qu'elle ne ripostera pas? Les femmes comme elle ne disparaissent pas en silence. Arnaud avait ri, un rire moqueur. Élodie? Elle est inoffensive. Il n'avait pas vu le changement dans l'expression de Camille, le frisson de doute, l'ombre de la peur. Malgré toute sa bravade, elle connaissait son père mieux que quiconque. Monsieur Vidal était un homme qui montrait rarement sa colère. Mais quand il le faisait, la destruction suivait. Et ce soir-là, elle avait publiquement humilié une femme enceinte, une offense impardonnable aux yeux de son père. Je le sentais, je le savais. Arnaud, levant un autre toast à lui-même, n'avait aucune idée que chaque mot qu'il avait chuchoté, chaque secret qu'il pensait avoir enterré, était sur le point d'être exposé. Parce que Monsieur Antoine Vidal n'était pas seulement furieux, il était prêt à le ruiner. Une froideur s'est emparée de moi, glissant le long de ma colonne vertébrale. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé l'étendue du danger qu'Arnaud avait délibérément attiré sur ma vie. Je ne me souviens pas être sorti de cette salle de bal. Un instant, je me tenais à côté de Monsieur Vidal, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de révéler, et l'instant d'après, je dérivais dans le couloir de marbre, comme une ombre. Mes jambes étaient lourdes, ma poitrine serrée, chaque respiration tremblant en sortant. Le bruit du gala s'est estompé en un bourdonnement lointain et sourd. Les rires, le tintement des coupes de champagne, les douces cordes de l'orchestre, tout était étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Ma vision s'est brouillée à nouveau, une pression s'est accumulée derrière mes côtes, aiguë et accablante. J'ai appuyé une main contre le mur. Pas ici, s'il vous plaît. Pas ici, ai-je pensé. Mais mon corps avait cessé de prétendre que tout allait bien. Des images ont flashé dans mon esprit, Arnaud riant avec Camille, les murmures, l'humiliation,
le regard froid et dédaigneux dans ses yeux. J'avais passé des années à me plier en des formes qui s'adaptaient à ses ambitions. J'avais tout fait correctement, tout ce qu'une épouse était censée faire. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Une vague de vertige m'a submergé. J'ai pressé une main sur mon ventre. « Bébé, reste avec moi », ai-je murmuré. Un tremblement m'a parcouru, ma respiration est devenue plus superficielle. Puis, le sol de marbre a basculé. « Élodie !» La voix de Monsieur Vidal a résonné derrière moi, perçante d'alarme. J'ai essayé de répondre, mais le couloir tournait violemment. Mes genoux ont fléchi. Il m'a rattrapé juste avant que je ne m'effondre complètement, ses bras fermes, son expression transformée, de l'homme d'affaires posé, il était devenu un homme sincèrement effrayé. « Vous avez de la fièvre », a-t-il dit, touchant mon front. « Vous ne devriez pas vous promener dans votre état. » J'ai secoué la tête faiblement. « Je vais bien. J'ai juste besoin d'une minute. »« Non », a-t-il dit fermement. « Vous avez besoin d'un médecin. » Des larmes ont rempli mes yeux. Des larmes chaudes, humiliantes. Je ne pouvais plus les arrêter. Je ne voulais rien de tout ça, ai-je murmuré. Je voulais juste ma famille. Je voulais juste qu'il nous aime. L'expression de Monsieur Vidal s'est durcie. Une rare fêlure dans son attitude contrôlée. « Élodie, cet homme ne sait pas aimer ce qu'il ne peut pas contrôler », a-t-il dit doucement. « Mais vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée, exposée, et incroyablement seule. Il m'a aidé à m'asseoir sur un banc de velours dans le couloir, ses mains fermes sur mon épaule. Le monde autour de moi s'est brouillé, les lumières des lustres se transformant en traînées dorées alors que je luttais pour respirer normalement. « Élodie, regardez-moi », a-t-il dit. « J'appelle mon chauffeur. Nous allons à l'hôpital. » J'ai ouvert la bouche pour protester, mais une autre vague de vertige m'a frappé si brutalement que ma vision est devenue complètement blanche. « Élodie !» a crié Monsieur Vidal, me secouant doucement. Mon monde s'est réduit à un faible tintement. Et puis, tout est devenu noir. L'odeur antiseptique de l'hôpital a lentement filtré dans mes sens à mesure que ma conscience revenait. Un léger bip a résonné quelque part près de mon oreille. Un instant, je ne savais pas où j'étais, jusqu'à ce que je sente le poids doux d'une couverture chaude et une légère douleur dans ma poitrine. Mes yeux ont flotté, s'ouvrant sur des lumières tamisées, une chambre privée, la neige tombant tranquillement dehors. Et à côté de moi, Monsieur Antoine Vidal était assis. Non pas élégant et impénétrable comme au gala, mais penché en avant, les coudes sur les genoux, l'inquiétude gravée sur son visage habituellement impassible. Son manteau coûteux était drapé sur la chaise, sa cravate dénouée, ses manches retroussées, comme s'il était là depuis des heures. Quand il m'a entendu bouger, il s'est levé instantanément. « Élodie », a-t-il dit, « Dieu merci. Vous m'avez fait une peur bleue. » J'ai dégluti, ma voix n'était qu'un murmure. « Est-ce que le bébé va bien ?» Monsieur Vidal a hoché la tête. « Oui, vos constantes se sont stabilisées. Le médecin a dit que vous aviez fait un malaise dû à un stress extrême et à la déshydratation. Vous avez besoin de repos et vous devez rester loin d'Arnaud. » Au son de ce nom, ma poitrine s'est serrée. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je avoué. Tout dans ma vie est lié à lui. La mâchoire de Monsieur Vidal s'est contractée, le premier signe d'une colère contenue. Non, a-t-il dit doucement mais fermement. Tout dans votre vie lui a été pris par lui, Élodie, non pas simplement lié à lui. Il y a une différence fondamentale. J'ai baissé les mains, essayant de calmer ma respiration. Pourquoi m'aidez-vous ? Ai-je finalement demandé. Monsieur Vidal a hésité. Puis il s'est assis, sa voix basse, presque hésitante, un ton que je n'aurais jamais imaginé de la part d'un homme d'affaires craint dans tout Paris. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Arnaud dépasse les bornes, a-t-il commencé.
Il utilise Camille pour accéder à des cercles qu'il pense pouvoir l'élever, mais il ne comprend ni ma fille, ni moi. J'ai cligné des yeux, confuse. Je ne comprends pas, Monsieur Vidal a expiré brusquement, jetant un regard vers la fenêtre avant de me regarder. Il y a 10 ans, a-t-il dit, j'ai rencontré une jeune stagiaire en architecture. Elle était réfléchie, honnête, brillante. Quelqu'un qui a tenu tête à une salle pleine de cadres parce que le design compromettait la sécurité. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai regardé, incertaine de l'orientation de cette histoire. Cette stagiaire, a poursuivi Monsieur Vidal. C'était vous. Mon souffle s'est coupé. Moi? Vous avez sauvé la vie d'un ouvrier avec cette décision, a-t-il dit. Et je vois le même courage en vous aujourd'hui. Une lourdeur a rempli la pièce. Intime, inattendue, protectrice. Élodie, a dit Monsieur Vidal, se penchant plus près. Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose qu'Arnaud vous a caché. Quelque chose qui implique votre nom, vos finances, et votre avenir. Mon pouce est accéléré. Qu'a-t-il fait? Les yeux de Monsieur Vidal se sont assombris. Il a ouvert un compte secret en utilisant votre identité et y a détourné des dizaines de millions d'euros de fonds de l'entreprise. C'est alors que j'ai compris l'ampleur du gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds, mais aussi la main tendue qui m'aidait à ne pas y sombrer complètement. Pendant les jours qui ont suivi, je suis resté sous surveillance médicale. Monsieur Vidal est venu souvent, jamais envahissant, ne me forçant jamais à la conversation. Il apportait simplement des repas chauds, des nouvelles du médecin, et une présence inébranlable dont je ne savais pas avoir besoin. Pour la première fois depuis que mon mariage avait commencé à s'effriter, quelqu'un se tenait à mes côtés sans rien attendre en retour. Et lentement, le brouillard. Dans mon esprit a commencé à se dissiper le 3e matin, quand la lumière du soleil a filtré à travers les stores, je me suis redressé. Mon reflet dans le miroir de l'hôpital m'a surprise, peau pâle, yeux fatigués, cheveux emmêlés après des jours de stress. Mais sous l'épuisement, il y avait quelque chose de nouveau. Une clarté. J'ai attaché mes cheveux, laissant mes doigts s'attarder sur ma joue. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas brisée. Arnaud m'avait presque tout pris, ma sécurité, ma confiance, ma paix. Mais il n'avait pas pris ma volonté de me battre quand Monsieur Vidal est entré plus tard ce matin-là, portant une boisson chaude, il s'est arrêté net. Vous avez l'air différente, a-t-il dit doucement. Je me sens différente, ai-je expiré. Je ne peux pas le laisser contrôler le reste de ma vie. Je dois tout reprendre, pièce par pièce. Un lent signe d'approbation s'est formé sur son visage. Bien, a-t-il dit, parce que vous aurez besoin de force pour ce qui vient ensuite. Il a posé un dossier sur ma table de chevet. À l'intérieur se trouvaient des documents, des relevés bancaires, des courriels, des signatures falsifiées, toutes les preuves du compte secret d'Arnaud à mon nom. Mon souffle s'est coupé. Il m'a vraiment utilisé pour ça. La voix de Monsieur Vidal s'est durcie. Il pensait que cacher les fonds sous votre identité le protégerait, mais cela vous donne en fait le levier. Avec ces preuves, vous pouvez blanchir votre nom, protéger votre enfant et démanteler tout ce qu'il a construit sur des mensonges. Mes mains ont tremblé, non pas de peur, mais d'une puissance qui s'éveillait. Pendant des mois, j'avais sombré dans la confusion. Maintenant, je voyais enfin la surface. Monsieur Vidal, ai-je murmuré, pourquoi m'aidez-vous ainsi? Son regard s'est adouci, non pas avec pitié, mais avec respect. Parce que vous êtes la seule personne dans toute cette situation qui n'a rien fait de mal, et parce que vous êtes plus forte que vous ne le réalisez. Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme une ancre, me stabilisant pour la première fois depuis des mois. Ce soir-là, je suis sorti de l'hôpital. Monsieur Vidal a envoyé son chauffeur avec une Mercedes noire pour me conduire, non pas à mon ancien appartement, ni sur le canapé d'une amie, mais à une suite élégante et calme au Palace Fouquet's,
qu'il avait arrangé pour ma convalescence. Un endroit où je pouvais retrouver ma force et moi-même. En entrant dans la suite, j'ai inspiré profondément. Ce n'était pas une cachette. C'était le début de ma reconstruction. J'ai posé une main sur mon ventre et murmuré, « Nous allons nous en sortir, ma chérie. » Mais juste au moment où je m'asseyais pour respirer, mon téléphone a vibré. Un message d'Arnaud. « Il faut qu'on parle. Rentre à la maison maintenant. » Le message d'Arnaud brillait sur mon écran comme une menace. « Il faut qu'on parle. Rentre à la maison maintenant. » Pendant quelques secondes, je l'ai simplement fixé, sentant la pression familière s'accumuler dans ma poitrine. La vieille Élodie, celle qui avait passé des années à s'excuser, à se plier, à se faire toute petite pour s'adapter au monde d'Arnaud, serait rentrée immédiatement, terrifiée par ce qu'il pourrait faire si je n'obéissais pas. Mais la femme qui se tenait dans cette suite au palace Fouquet n'était plus la même. J'ai éteint mon téléphone. Monsieur Vidal est arrivé peu après, un dossier de sécurité à la main, comme s'il sentait mes nerfs à vif. « Vous avez l'air troublé », a-t-il dit. Arnaud m'a envoyé un message, ai-je admis. Il veut que je rentre à la maison. L'expression de Monsieur Vidal s'est assombrie. Ce n'est plus une maison. C'est un levier. Il sait qu'il perd le contrôle. Mon estomac s'est tordu. Que veut-il de moi maintenant? Le désespoir rend des hommes comme lui imprudents, a dit Monsieur Vidal, s'asseyant en face de moi. Il a ouvert le dossier de sécurité et a étalé des photos, floues mais accablantes, d'Arnaud entrant dans des hôtels de luxe avec Camille, signant des documents non autorisés, rencontrant des clients douteux. Des preuves d'une double vie plus élaborée que je n'aurais jamais imaginée. J'ai dégluti difficilement. Depuis combien de temps fait-il ça? Assez longtemps pour que ce ne soit pas une erreur, a dit Monsieur Vidal. C'était un plan. La douleur m'a tiré les côtes. Pas un chagrin cette fois, mais une trahison évoluant en quelque chose de plus aigu. Une détermination. Il a volé mon identité, ai-je murmuré. Il a mis notre bébé en danger. Il m'a humilié. Et maintenant il pense qu'il peut me rappeler. Les yeux de Monsieur Vidal se sont adoucis d'une admiration proche. Vous le voyez enfin clairement. J'ai hoché la tête. Oui. Bien, a dit Monsieur Vidal, se penchant en avant. Parce que vous aurez besoin de cette clarté demain. Il y a un événement du conseil chez Beaumont et Associés. Les investisseurs seront présents. Arnaud essaiera de présenter ses projections trimestrielles. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tout, a répondu Monsieur Vidal. Parce qu'il a utilisé votre signature falsifiée pour cacher des fonds volés. Si vous vous présentez avec les preuves que nous avons, tout l'étage financier s'effondrera sous lui. Mon souffle s'est coupé. Vous voulez que je l'affronte publiquement? Je veux que vous repreniez votre dignité, a corrigé Monsieur Vidal. Je serai là. Vous ne serez pas seul si vous en avez le courage. Pendant un instant, j'ai vu mon reflet dans la vitre de la suite. Non pas fragile, non pas brisée, mais une femme debout, au bord de reprendre sa vie. Une femme qui se relevait. Mon téléphone a vibré à nouveau, même éteint. Le désespoir d'Arnaud m'atteignait via des notifications par courriel sur mon ordinateur portable. Cette fois, le message était plus court, plus agressif. Si tu ne rentres pas ce soir, je viendrai te trouver. Mon cœur a raté un battement. Monsieur Vidal s'est approché, lisant la peur sur mon visage. Élodie, a-t-il dit d'une voix ferme, vous êtes en sécurité parce que demain, c'est lui qui devrait avoir peur. Si vous m'écoutez encore à cet instant, si ces mots résonnent en vous, un simple « 1 » dans les commentaires me ferait savoir que je ne suis pas seul dans ce cheminement. Votre présence est un réconfort immense pour que je puisse continuer à partager la suite de mon histoire. Le lendemain matin, Paris s'est réveillé sous une légère couverture de soleil hivernal.
Mais à l'intérieur du siège de Beaumont et Associés, dans le quartier de la Défense, l'air crépitait de tension. Les investisseurs, les associés seniors et les membres du conseil remplissaient l'élégante salle de conférence vitrée, murmurant à propos des rapports trimestriels et des projections boursières. Cette réunion était censée être le moment de triomphe d'Arnaud Beaumont, le jour où il présenterait une croissance record et obtiendrait une nouvelle vague de financement. Mais Arnaud n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. Je suis arrivé par l'entrée privée que Monsieur Vidal avait arrangée. Je portais une simple robe bleu marine, qui épousait discrètement mon ventre qui s'arrondissait, et une nouvelle fermeté dans ma posture. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste une force tranquille. La réceptionniste, qui m'avait autrefois traité comme un simple accessoire de la réussite d'Arnaud, s'est figée en me voyant. Élodie. Madame Beaumont. Je ne savais pas que vous. Je suis ici pour la session du conseil, ai-je dit calmement, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Des murmures m'ont suivi dans le couloir. Pourquoi est-elle là? Arnaud n'a-t-il pas amené sa maîtresse au gala hier soir? Il se passe quelque chose. À l'intérieur de la salle de conférence vitrée, Arnaud se tenait devant, ajustant son stylo Montblanc et répétant son charme. Camille était assise au dernier rang, des lunettes de soleil malgré être à l'intérieur, faisant semblant de ne pas être terrifiée par le silence de son père. Puis la pièce est devenue silencieuse. J'ai franchi le seuil. Arnaud s'est figé au milieu d'une phrase, le teint livide. Élodie, vous ne devriez pas être ici. Mon regard n'a pas vacillé. J'ai tout à fait le droit d'être ici, surtout aujourd'hui. Monsieur Vidal est entré juste derrière moi, et la pièce s'est redressée instantanément. La présence d'un homme de son calibre réarrangeait la dynamique du pouvoir en quelques secondes. Il a pris place à côté de moi sans un regard pour sa fille. Arnaud a bégayé. Antoine. Je ne m'attendais pas. Vous vous attendez rarement aux conséquences de vos actions, a dit Monsieur Vidal, sa voix assez tranchante pour fendre du verre. Les membres du conseil se sont penchés en avant, captivés. J'ai tendu la main vers mon dossier et en ai sorti les documents, les signatures falsifiées, les fonds volés, le compte caché à mon identité. Je les ai posés sur la table de conférence, mes mains fermes. Voici les relevés, ai-je dit, ma voix claire, des transactions d'Arnaud utilisant mon nom sans mon consentement. Une onde de choc a traversé la pièce. Le masque d'Arnaud s'est brisé. Élodie, vous ne comprenez pas. Non, ai-je dit doucement. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous n'avez pas seulement trahi ma confiance. Vous m'avez incriminé. Vous avez mis notre bébé en danger. Monsieur Vidal s'est levé lentement, posant une main lourde sur l'épaule d'Arnaud, un geste qui ressemblait presque à un avertissement du destin lui-même. Monsieur Beaumont, a dit Monsieur Vidal, je crois que le conseil aimerait savoir comment vous comptez expliquer un détournement de fonds de grande ampleur. Les yeux d'Arnaud se sont affolés, la panique brisant enfin son arrogance. Et puis, les portes de la salle de conférence se sont ouvertes. Une équipe d'agents de la brigade financière est entrée. Arnaud Beaumont, a annoncé l'agent principal, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Au moment où Arnaud a été emmené hors de la salle de conférence vitrée, menotté, le chaos a éclaté au sein de Beaumont et Associés. Les investisseurs chuchotaient frénétiquement. Les membres du conseil se sont précipités sur les documents. Et Camille est restée immobile dans un coin, son visage livide. L'empire qu'Arnaud avait passé des années à polir s'était effondré en moins de 10 minutes. Et je me tenais au centre de tout cela, calme, posé, et ne vivant plus dans son ombre. Monsieur Vidal a doucement touché mon coude. Vous avez bien fait, a-t-il murmuré. Vous avez tenu bon. J'ai expiré avec difficulté. Je ne pensais pas que je serais un jour assez forte. Vous n'avez jamais été faible, a-t-il répondu. Vous avez été réduite au silence. Dehors, devant le hall de conférence,
les journalistes se sont rués, les appareils photo clignotant comme des éclairs. La sécurité a formé un mur protecteur autour de moi tandis que Monsieur Vidal me guidait à travers le hall. Je sentais le poids de centaines de regards posés sur moi. Mais pour la première fois, cela ne m'a pas écrasé. Cela ne m'a pas noyé. Cela m'a seulement poussé en avant. Quand nous sommes sortis dans l'air froid de la Défense, le chauffeur de Monsieur Vidal a arrêté une Mercedes élégante. Je me suis enfoncé dans le siège arrière, l'épuisement m'envahissant. Les lumières de la ville se sont brouillées à travers la vitre, non pas à cause des larmes cette fois, mais de la fatigue physique pure. « Où irez-vous maintenant ?» a demandé Monsieur Vidal doucement. J'ai hésité. Je ne sais pas. Je ne peux pas retourner à cet appartement, et je ne peux pas continuer à vivre dans la peur de ce qui va arriver. Monsieur Vidal a hoché la tête lentement. Vous ne le ferez pas. À partir d'aujourd'hui, votre vie avance, pas en arrière. Il m'a tendu une autre enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers m'attribuant une protection temporaire, une représentation légale, et j'ai haleté doucement, une offre de contrat. C'est ? Ai-je respiré, lisant la première page. Un poste de chef de projet en conception. Un de mes projets, a confirmé Monsieur Vidal. Je cherchais quelqu'un avec votre vision. Après avoir examiné votre travail passé, la réponse est devenue évidente. J'ai cligné des yeux, incrédule. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes talentueuse, a-t-il dit simplement. Et parce que vous méritez une chance de reconstruire votre vie selon vos propres termes. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Gratitude, espoir, soulagement, tout s'est mêlé. Mais ce moment a été de courte durée. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose dans l'aperçu du message m'a glacé le sang. Vous pensez que c'est fini? Mes doigts tremblaient en fixant la menace sur mon écran. Les papiers de sortie de l'hôpital étaient encore glissés dans mon sac, mon corps toujours fragile après ce malaise. Pourtant, le message d'Arnaud s'était enfoncé dans ma chair fragile comme un couteau. Même sous la garde fédérale, il essayait toujours de m'atteindre, toujours de me contrôler. Monsieur Vidal a remarqué le changement dans ma respiration. « Élodie » a-t-il dit doucement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tendu le téléphone. Sa mâchoire s'est contractée instantanément. Il manipule déjà le système. Quelqu'un à l'intérieur doit lui donner accès. Mon estomac s'est tordu. Peut-il sortir? Pas légalement, a répondu Monsieur Vidal. Mais les hommes comme Arnaud ne se fient pas à la légalité. Ils se fient à la peur. La peur. Quelque chose avec laquelle j'avais vécu pendant des années sans lui donner de nom. Monsieur Vidal a posé une main rassurante sur la mienne. Vous êtes sous protection privée maintenant. Il ne peut pas vous toucher. Mais la vérité était plus complexe. Ce n'était pas la présence physique d'Arnaud que je craignais. C'était la version de moi-même que je devenais autour de lui. Petite, silencieuse, apologétique, invisible. Je n'étais plus cette femme. Cette nuit-là, après être retournée à la suite du palace Fouquet, je me suis assise au bord du lit, la main posée sur mon ventre. Mon enfant bougeait doucement sous ma paume, un rappel que mes choix comptaient désormais plus que jamais. Je ne le laisserai pas nous effrayer, ai-je murmuré. Pourtant, l'inquiétude s'accrochait à moi comme une ombre. Vers 2 heures du matin, on a frappé doucement à ma porte. Je me suis figée. La sécurité était postée devant ma suite. Personne n'aurait dû pouvoir passer. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais, mon souffle coupé quand j'ai entendu une voix familière à travers la porte. « Élodie, c'est moi. S'il vous plaît, ouvrez. » C'était Monsieur Vidal. Un soulagement m'a traversé. J'ai ouvert la porte rapidement, seulement pour le trouver debout là,
avec une expression troublée que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Il est entré, refermant la porte derrière lui. J'ai reçu un appel de l'enquêteur principal sur l'affaire Arnaud. Mon pouls s'est accéléré. Qu'ont-ils dit? Monsieur Vidal a hésité, et cette hésitation à elle seule m'a tout dit. Élodie. Arnaud a été libéré sous caution. J'ai reculé. Comment? Il était accusé de crimes fédéraux. Quelqu'un avec de l'influence a posté la caution, a dit Monsieur Vidal. Quelqu'un de riche, quelqu'un avec des motifs que nous ne comprenons pas encore. J'ai senti la pièce basculer. Mais qui pourrait? Monsieur Vidal a dégluti difficilement. C'est le problème, a-t-il dit. Le nom sur les papiers de caution était bloqué. Ma voix a à peine formulé la question. Donc, il pourrait être n'importe où maintenant? Monsieur Vidal a hoché la tête lentement. Élodie, il a déjà disparu de la garde fédérale. Le monde semblait s'arrêter. Puis un coup sec a frappé la porte de la suite. Pas doux, pas hésitant, violent. Les coups sur la porte ont résonné dans la suite comme un avertissement. Mon cœur a bondi. Monsieur Vidal s'est instinctivement posté devant moi, protecteur et composé malgré la tempête qui se lisait sur son visage. Restez derrière moi, a-t-il dit doucement. Un autre coup violent a fait trembler la porte. Ouvrez, a crié une voix depuis le couloir. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas la voix d'Arnaud, mais elle contenait la même rage. Monsieur Vidal m'a fait signe de rester en arrière, puis s'est approché de la porte avec prudence. Avant qu'il ne puisse toucher la poignée, le chef de la sécurité de l'hôtel a soudainement tourné le coin, courant vers nous. Monsieur Vidal. Écartez-vous, a ordonné le garde. La porte a éclaté juste au moment où le garde les atteignait. Mais au lieu d'Arnaud, une Camille Vidal échevelée a trébuché à l'intérieur, le mascara coulant et les yeux sauvages de panique. Papa, a-t-elle haleté, à bout de souffle. Tu dois m'écouter. Le visage de Monsieur Vidal s'est durci. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Elle ne ressemblait en rien à la femme posée du gala. Sa robe était froissée, ses cheveux en désordre, et la peur s'accrochait à elle comme une seconde peau. C'est Arnaud, a-t-elle suffoqué. Il m'a trouvée. J'ai senti mes genoux faiblir. Monsieur Vidal a saisi les épaules de sa fille. Où? Dans votre hôtel particulier, a chuchoté Camille. Il m'attendait à l'intérieur. Il a dit que quelqu'un avait ruiné sa vie, et que j'allais l'aider à la réparer. La mâchoire de Monsieur Vidal s'est contractée dangereusement. T'a-t-il blessé? Non, a-t-elle dit, essuyant des larmes. Mais il n'est plus le même. Il n'arrêtait pas de dire que vous l'aviez saboté. Il n'arrêtait pas de parler d'Élodie comme si elle lui appartenait. Mon estomac s'est tordu. Le garde s'est avancé. Monsieur Vidal, nous avons fouillé le couloir. Pas de signe de lui maintenant. Nous allons sécuriser tout l'étage. Mais Camille a secoué violemment la tête. Non, vous ne comprenez pas. Il a quitté votre hôtel particulier parce qu'il a dit qu'il avait des affaires inachevées. Il n'arrêtait pas de répéter son nom. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il vient ici. Mon cœur battait douloureusement contre mes côtes. Monsieur Vidal s'est rapproché, sa présence me stabilisant. Il ne l'approchera pas, a-t-il dit à travers des dents serrées. Pas tant que je serai en vie. Mais Camille a hésité, la culpabilité clignotant sur ses traits. Il y a autre chose, a-t-elle chuchoté. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des mois. Monsieur Vidal a fulminé. Quoi, maintenant? Camille a dégluti difficilement. Arnaud a accédé à votre liste d'investisseurs privés via mon compte. Il connaît toutes les adresses, toutes les propriétés, toutes les personnes liées à vous, y compris le nouveau contrat de projet d'Élodie.
Un frisson a parcouru la pièce. J'ai senti le poids de mon bébé bouger sous ma paume, un rappel silencieux de ce que je ne pouvais pas perdre. La voix de Monsieur Vidal est devenue basse et mortelle. Nous partons maintenant. Mais alors qu'il se tournait vers la porte, les lumières de l'hôtel ont vacillé. Une surtension. L'obscurité a englouti le couloir. Puis de quelque part à l'intérieur du bâtiment, une seule voix inimitable a fait écho à mon nom. Élodie. La panne de courant a plongé tout l'étage dans une obscurité suffocante. Les lumières de secours se sont allumées un instant plus tard, projetant le couloir dans un rouge pulsant qui rendait tout plus dangereux, plus irréel. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles tandis que des ombres s'étiraient sur les murs comme des mains tendues. Monsieur Vidal s'est immédiatement posté devant moi, sa posture rigide, protectrice. « Restez près de moi », a-t-il ordonné, sa voix basse mais ferme. Camille s'est accrochée au mur, tremblante. « Papa !» Il m'a suivi. Il a dû pirater le système de sécurité. Il a dit qu'il n'avait plus rien à perdre. La mâchoire de Monsieur Vidal s'est serrée. Ce qui le rend imprévisible. Le chef de la sécurité de l'hôtel a parlé dans son oreillette. Verrouillez les ascenseurs. Trouvez-le maintenant. Mais un rire glaçant a résonné de quelque part plus loin dans l'étage. Un rire que je connaissais bien. Arnaud. Élodie, a-t-il appelé à nouveau. Une mélopée dérangée. Sors. Sors. Tu me dois une conversation. Mon souffle s'est coupé. Monsieur Vidal a tendu la main en arrière, serrant fermement la mienne. Il ne vous touchera pas, a-t-il dit, chaque mot tranchant comme de l'acier. La sécurité nous a conduits vers l'escalier de secours, mais lorsque nous avons poussé la porte, une rafale d'air froid nous a traversés. Les fenêtres de l'escalier étaient brisées. Le vent hurlait à travers les carreaux cassés. Il est passé par ici, a murmuré le garde. Mes jambes ont vacillé sous moi. J'ai pressé une main sur mon ventre, la peur me nouant la gorge. S'il vous plaît, je ne peux pas courir. Pas vite. Monsieur Vidal s'est rapproché, posant un bras rassurant autour de moi. Vous ne courez pas. Je vous porterai s'il le faut. Mais avant que nous puissions bouger, le téléphone de Camille a vibré violemment. Elle a jeté un coup d'œil et son visage s'est vidé. C'est une vidéo, a-t-elle chuchoté. Monsieur Vidal le lui a arraché des mains. Sur l'écran, Arnaud est apparu dans la salle de contrôle de la sécurité de l'hôtel, souriant follement, les lumières vacillant derrière lui alors qu'il jouait avec les commandes du système. Je vois tout, a-t-il dit, regardant directement la caméra. Chaque couloir, chaque porte, chaque sortie. Tu ne peux pas te cacher, Élodie. Tu ne peux pas te cacher de moi. Mon estomac s'est tordu. Il avait tout planifié. Il avait tout planifié. Monsieur Vidal a rendu le téléphone avec un calme contrôlé et mortel. Nous sortons par les couloirs du personnel. Il ne connaîtra pas ses itinéraires. La sécurité a formé un mur autour de nous tandis que nous nous dépêchions dans un couloir de service faiblement éclairé par des néons bourdonnants. Mon souffle se faisait par des halètements aigus et douloureux. Mon bébé donnait des coups de pied anxieux sous mes côtes. À mi-chemin du couloir, une autre lumière de secours a vacillé, puis s'est éteinte. L'obscurité nous a de nouveau engloutis. Une lourde porte au bout du couloir a grincé. La silhouette d'Arnaud a rempli le cadre. Sa voix était basse, empoisonnée par l'obsession. « Bonjour, Élodie. As-tu vraiment cru que tu pouvais me détruire et t'en sortir vivante ?» Arnaud est entré dans le couloir, illuminé seulement par la faible lueur rouge des secours derrière lui. Son costume, autrefois si impeccable, était maintenant de travers, ses cheveux ébouriffés, ses yeux injectés de sang et remplis de délire. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. C'était un homme en train de se désintégrer.
Monsieur Vidal s'est immédiatement posté entre Arnaud et moi, sa voix aiguë et glaciale. Faites un pas de plus vers elle, et je vous jure. Arnaud a ri. Un son fracturé, amer. Vous pensez pouvoir la protéger? Vous pensez que l'argent vous rend puissant? J'avais tout sous contrôle jusqu'à ce que vous interveniez. Vous vous êtes détruit vous-même, a rétorqué Monsieur Vidal. Vous avez utilisé son nom. Vous avez volé son identité. Vous avez mis sa vie et celle de votre enfant en danger. Le regard d'Arnaud s'est tourné vers moi. Et quelque chose de tordu s'est lu dans son expression. Cet enfant est le mien, a-t-il sifflé. Elle ne peut pas partir avec mon héritage. Mon souffle s'est coupé. La peur m'a serré la poitrine, mais en dessous, une étincelle de colère a brillé. Vous avez perdu le droit de l'appeler un héritage au moment où vous avez essayé de me détruire, ai-je murmuré, ma voix tremblante, mais féroce. Arnaud a bondi. La sécurité a bougé au même instant, mais la rage d'Arnaud l'a propulsé. Il a repoussé un garde, en a claqué un autre contre le mur, et a tendu la main vers moi, ses doigts effleurant mon bras. Monsieur Vidal a saisi Arnaud et l'a projeté en arrière, le faisant s'écraser contre un chariot en acier. Touchez-la encore, et vous regretterez de respirer, a grogné Monsieur Vidal. Mais Arnaud était au-delà de la raison. Elle a ruiné ma vie, a-t-il hurlé, bondissant à nouveau. Soudain, Camille s'est avancée, la première fois qu'elle bougeait sans peur depuis son arrivée. Non, Arnaud, a-t-elle dit, sa voix brisée. C'est toi qui as ruiné la nôtre. Ces mots l'ont arrêté un instant. Toi, a-t-il ricané. Tu n'étais qu'un tremplin, une connexion, rien de plus. Camille a reculé comme si elle avait été giflée. La fureur de Monsieur Vidal s'est approfondie, mais la sécurité avait pris le dessus. 2 gardes ont épinglé Arnaud contre le mur, il se débattait, mais faiblissait. Lâchez-moi, a-t-il rugi. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Élodie ment, elle ment toujours. Mais sa voix s'est brisée, exposant la panique sous la rage. J'ai fait un pas en avant, une main sur mon ventre, l'autre agrippant le mur pour l'équilibre. Vous m'avez blessé, ai-je dit doucement. Vous avez failli tuer notre enfant et vous blâmez toujours les autres. Les yeux d'Arnaud se sont écarquillés, sauvages et acculés. Vous pensez que ça se termine avec moi, a-t-il râlé. Il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses qui vous détruiront longtemps après mon départ. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Monsieur Vidal s'est raidi. De quoi parlez-vous? Arnaud a ricané, brisé, triomphant. Il y a quelqu'un d'autre impliqué, a-t-il chuchoté. Quelqu'un de plus grand que vous, Antoine. Plus grand que nous tous. Mon sang s'est glacé. Monsieur Vidal s'est rapproché. Qui? Mais Arnaud s'est contenté de ricaner. Vous le découvrirez bien assez tôt. Il sait déjà que vous êtes impliqué, et il n'aime pas que l'on se mêle de sa lignée. Les mots m'ont frappé à la poitrine comme un coup physique. Lignée. Mon père, ce fantôme que j'avais cessé de chercher, pourrait non seulement être vivant, mais dangereux, lié au crime d'Arnaud, une menace pour moi et mon enfant. Non, non, cela n'a pas de sens, ai-je murmuré, secouant la tête. Ma mère m'aurait dit. Votre mère est morte en vous protégeant, a interrompu Arnaud. Vous protégeant de l'homme qui. Monsieur Vidal l'a repoussé contre le mur. Pas un mot de plus. Papa, a crié Camille, le saisissant par le bras. J'ai senti ma gorge se serrer. Ma mère, qui avait travaillé 2 emplois, qui avait tout sacrifié, me protégeant de qui? Quel passé ne m'avait-elle jamais raconté? Arnaud, ai-je dit, ma voix tremblante. Si vous savez quelque chose sur ma famille. Oh, je sais beaucoup de choses, a-t-il grogné. Plus que vous n'auriez jamais voulu. Et croyez-moi, votre père ne vous laissera pas vous en tirer avec le désordre que vous avez créé aujourd'hui.
Monsieur Vidal s'est tourné brusquement. C'est fini. Emmenez-le. Il a fait un signe aux gardes. Mais alors que les gardes commençaient à traîner Arnaud dans le couloir, il a crié en arrière vers moi. Tu crois qu'Antoine peut te sauver? Tu crois que qui que ce soit le peut? Tu es plus profondément impliqué que tu ne le sais, Élodie. Ce n'est pas fini. Ça n'a même pas commencé. Sa voix a résonné longtemps après qu'il ait disparu au coin du couloir. Je me tenais tremblante dans le couloir à moitié éclairé. Mon monde, déjà fracturé, me semblait maintenant entièrement brisé. Si mon père était vivant, s'il était puissant, s'il était impliqué, que ferait-il en apprenant que je portais un enfant? Monsieur Vidal s'est approché, me saisissant doucement les épaules. Élodie, nous allons nous en sortir. Vous n'êtes pas seule. Mais avant que je puisse répondre, une forte vibration a retenti dans ma poche. Un message, numéro inconnu. D'une main tremblante, je l'ai ouvert. Une seule ligne est apparue. Bonjour, Élodie. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message qui brillait sur l'écran de mon téléphone, mon pouls tambourinant dans ma gorge. Monsieur Vidal s'est penché, lisant le texte par-dessus mon épaule. Ses yeux se sont plissés. Reconnaissez-vous ce numéro? J'ai secoué la tête. Non, mais le ton. Il semble calculé. Monsieur Vidal a terminé ma pensée. Pas menaçant, mais autoritaire. J'ai hoché la tête faiblement. Comme quelqu'un qui sait déjà qu'il obtiendra ce qu'il veut. Monsieur Vidal a expiré lentement. Nous devons vous emmener en lieu sûr. Ce soir-là, la sécurité nous a escortés le long du couloir d'urgence, laissant derrière nous le chaos de l'arrestation d'Arnaud et ses divagations. Mais les mots d'Arnaud continuaient de résonner dans mon esprit. Votre vrai père, quelqu'un de puissant, quelqu'un de craint. En grandissant, je n'avais connu qu'un homme doux, épuisé, qui travaillait double au magasin de bricolage avant de disparaître de ma vie sans explication. Ma mère n'avait plus jamais parlé de lui. Et maintenant, ceci. Nous avons atteint le garage où attendait le véhicule blindé de Monsieur Vidal. Tandis que les portes se fermaient et que le moteur ronronnait, mon souffle a embué la vitre. Des flocons de neige défilaient devant la vitre comme des fantômes lents et légers. Monsieur Vidal, ai-je murmuré. Et si c'était vrai? Si mon père était vivant? Et s'il était dangereux? Monsieur Vidal s'est tourné vers moi. Sa voix s'est adoucie d'une manière qu'il a surpris lui-même. Élodie, le sang ne définit pas qui vous êtes, ni ce que vous deviendrez. Quoi qu'il soit, quoi qu'il ait fait, cela ne change pas votre valeur. Ces mots m'ont réconforté, mais seulement légèrement, car au fond de ma poitrine, la peur bouillonnait. La peur pour moi-même. La peur pour mon enfant à naître. Tandis que le véhicule entrait dans l'entrée souterraine d'un bâtiment sécurisé, l'une des résidences privées moins connues de Monsieur Vidal, la sécurité a balayé la zone. Une fois à l'intérieur, je me suis effondrée sur le canapé en cuir moelleux, épuisée. Camille se tenait à quelques pas, les bras serrés autour d'elle-même. Élodie, a-t-elle dit doucement. Je ne savais rien de tout ça. Arnaud n'a jamais mentionné votre père. Ma voix s'est brisée. Parce qu'il n'était pas censé savoir. Personne ne l'était. Monsieur Vidal m'a étudié attentivement. Votre mère? A-t-elle jamais laissé entendre quoi que ce soit? Quelque chose d'inhabituel? J'ai secoué la tête. Rien. Elle a juste dit qu'il était parti. Qu'il ne voulait pas de famille. Monsieur Vidal a échangé un regard avec son chef de la sécurité, un regard que je n'ai pas manqué. Quoi? Ai-je demandé. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Avant que Monsieur Vidal ne puisse répondre, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Cette fois, ce n'était pas un simple texte. C'était une vidéo en direct.
Un souffle tremblant m'a échappé alors que j'appuyais sur play. La silhouette d'un homme est apparue, grande, aux épaules larges, debout près d'une fenêtre donnant sur l'horizon parisien. Bonjour, Élodie, a répété la voix déformée. Il est temps que vous appreniez la vérité sur votre lignée. Ma main a couvert ma bouche. Monsieur Vidal s'est penché en avant, les yeux flamboyants, car à la seconde suivante, l'homme est entré dans la lumière, révélant un visage que Monsieur Vidal a reconnu instantanément. L'homme sur l'écran est sorti des ombres, révélant une mâchoire nette, des cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, et des yeux si froids qu'ils semblaient taillés dans l'hiver lui-même. J'ai haleté tandis que la caméra faisait la mise au point, apportant chaque détail dans une clarté obsédante. Le visage de Monsieur Vidal s'est vidé de ses couleurs. C'est impossible, a-t-il murmuré. Il a disparu il y a des décennies. Ma voix a à peine formulé la question. Vous le connaissez? Monsieur Vidal a dégluti difficilement. Tout le monde dans les cercles de vieille monnaie le connaissait. Victor de Montaigne. Un stratège financier, impitoyable, brillant, dangereux. Il a bâti un empire et a détruit quiconque se mettait en travers de son chemin. Puis un jour, il a disparu sans laisser de traces. L'homme, Victor, a souri légèrement sur la vidéo. Je vois que vous m'avez reconnu, Antoine. Mon souffle s'est coupé. Il vous parle, ai-je pensé. Je ne m'attendais pas à ce que vous interfériez dans les affaires de ma fille. Mais je respecte l'audace. Toujours. J'ai senti mes genoux faiblir. Camille a tendu la main instinctivement, me stabilisant. Votre fille, ai-je murmuré. Non, non, ce n'est pas possible. La voix de Victor s'est aiguisée. Élodie, vous n'auriez jamais dû grandir sous un autre nom. Mais votre mère a choisi de fuir loin de moi, loin de la vie que j'avais prévue pour vous. Je l'ai permis. Jusqu'à maintenant. Monsieur Vidal a serré la mâchoire. Que voulez-vous d'elle, Victor? Victor a incliné la tête, presque amusé. La rencontrer, voir la femme que mon sang a créée, lui offrir une protection, et corriger quelques problèmes dans lesquels elle s'est empêtrée. J'ai secoué la tête, les larmes brouillant ma vision. Je ne vous connais pas. Vous nous avez abandonnés. Vous m'avez abandonné. Pourquoi maintenant? Parce que, a dit Victor, se penchant plus près de la caméra. Les crimes de votre ex-mari remontent à des réseaux qu'il n'aurait jamais dû toucher. Des réseaux liés à ma vie d'antan. Les enquêteurs fouillent. La brigade financière pose des questions. Et votre nom? Ma lignée est au milieu de tout ça. J'ai senti la pièce se refermer sur moi. Monsieur Vidal s'est avancé, les yeux brûlants. Elle ne veut rien de vous. Restez loin d'elle. Le sourire de Victor a disparu. Vous n'avez rien à dicter ici, Antoine. Vous vous êtes immiscé là où vous n'aviez pas votre place, et maintenant vous la mettez en danger. Monsieur Vidal n'a pas scié. Je la protégerai. La voix de Victor est devenue une menace. Vous ne pouvez pas protéger ce qui a déjà été revendiqué. Une panique électrique m'a traversé. Qu'est-ce que cela signifie? Que préparez-vous? Victor a brandi un morceau de papier devant la caméra, un document officiel. Votre tutelle, signée par votre mère avant sa mort. Elle m'a légué les droits de garde si jamais il lui arrivait quelque chose. J'ai reculé. Non, non, c'est impossible. Les derniers mots de Victor m'ont glacé les os. Je viens te chercher, Élodie. Et l'enfant. L'écran est devenu noir. Mon cri s'est bloqué dans ma gorge alors que l'alarme du bâtiment retentissait soudainement, signalant une intrusion non autorisée à l'entrée principale. Les alarmes ont hurlé à travers la résidence privée, aiguës et métalliques, vibrant contre les sols de marbre. Les lumières sont passées en mode d'urgence, projetant tout dans un rouge pulsant et profond.
Je me suis figé, ma main couvrant instinctivement mon ventre tandis que l'adrénaline montait en flèche dans mon corps. Monsieur Vidal a réagi instantanément. Sécurité à l'entrée principale, verrouiller toutes les sorties. Personne n'entre ni ne sort. Camille s'est reculée contre le mur, tremblante. C'est lui? C'est Victor? Nous ne savons pas encore, a dit Monsieur Vidal. Bien que la tension dans sa voix trahissait la vérité, il craignait la même chose. 2 gardes se sont précipités dans la pièce, essoufflés. Monsieur, quelqu'un a contourné le portail extérieur. Il se dirige vers le hall maintenant. Monsieur Vidal s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant juste une fraction de seconde. Nous vous faisons sortir d'ici tout de suite. Non, ai-je murmuré, me surprenant moi-même. J'en ai assez de fuir. Monsieur Vidal m'a regardé, stupéfait. J'ai fait un pas en avant, les épaules carrées, la voix ferme, malgré le tremblement dans ma poitrine. Toute ma vie, j'ai eu peur. D'abord de perdre ma mère, puis de la colère d'Arnaud, puis des secrets que je n'avais jamais demandés. Mais plus maintenant. Élodie, non. J'ai levé la main. Je ne laisserai pas un autre homme, père ou ex-mari, dicter où je vais ou qui je suis. Une force a brillé dans mes yeux, quelque chose de féroce et de nouveau. La lueur rouge du couloir se reflétait sur mon expression déterminée, me donnant l'air presque renaissante. Monsieur Vidal a senti quelque chose bouger en lui, une profonde admiration protectrice. Mais les alarmes sont devenues plus fortes. La voix d'un garde a crépité à travers l'interphone. Homme inconnu s'approchant du groupe d'ascenseur. Répétition. Homme inconnu s'approchant. Le reste a été avalé par le statique. Monsieur Vidal a juré entre ses dents. Nous n'avons que quelques secondes. Élodie, s'il vous plaît. Je me suis tournée vers lui, ma voix soudainement fragile sous la bravoure. J'ai peur, mais j'ai plus peur de ce qui arrivera si je continue à me cacher. Je dois lui faire face, Monsieur Vidal. J'ai besoin de réponses. Il m'a regardé, vraiment regardé, et a compris. Vous ne lui ferez pas face seul, a-t-il juré. L'ascenseur a retenti. Nous nous sommes tournés vers le son alors que les portes s'ouvraient. Un homme grand et large en est sorti, mais ce n'était pas Victor. C'était un agent de la brigade financière, badge levé. Monsieur Vidal, mademoiselle Dubois, nous devons vous évacuer maintenant. Monsieur Vidal a expiré de soulagement, mais l'agent n'avait pas terminé. Il y a eu un nouveau développement, a-t-il dit. Victor de Montaigne est en mouvement, mais il ne vient pas ici. J'ai cligné des yeux. Alors où? L'agent a rencontré mon regard, l'expression sombre. Il s'en prend à quelqu'un d'autre d'abord. Monsieur Vidal s'est raidi. Qui? L'agent a dégluti. Votre ex-mari, Arnaud Beaumont. Mon souffle s'est coupé. Victor n'essayait pas de me prendre. Il chassait l'homme qui avait mis en danger sa lignée. Et quelque part au fond de moi, le soulagement se mêlait à l'appréhension, car la justice de Victor ne serait pas clémente. Puis l'agent a ajouté, et il veut que vous le voyiez. Le véhicule de la brigade financière a filé à travers les rues enneigées de Paris, les lumières rouges et bleues traversant la nuit. J'étais assise à l'arrière, à côté de Monsieur Vidal, mes mains tremblantes malgré sa présence rassurante. Devant nous, l'agent parlait d'urgence dans sa radio. Élodie, a dit Monsieur Vidal doucement. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Oui, ai-je murmuré. Je le dois. Nous avons tourné sur une route industrielle déserte près des quais. Des entrepôts se dressaient comme des géants silencieux, leurs fenêtres sombres. Le véhicule a ralenti. Victor est à l'intérieur, a dit l'agent. Arnaud y a été amené il y a 20 minutes. Mon pouls tambourinait. Tandis que nous sortions, le vent froid s'est engouffré dans mes cheveux.
Les agents ont poussé les portes de l'entrepôt, révélant un espace vaste, faiblement éclairé. Et au centre, Victor de Montaigne, grand, inébranlable, un homme taillé dans la pierre et le pouvoir. Arnaud était à genoux devant lui, les poignets liés, le visage contusionné par la résistance à son arrestation. Il ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qui avait paradé à l'hôtel Ritz. Victor n'a pas regardé Élodie tout de suite. Ses yeux sont restés fixés sur Arnaud. Vous avez volé dans mes réseaux. Vous avez mis ma lignée en danger et vous avez menacé ce qui m'appartient. Arnaud a craché du sang. Elle n'était rien, juste une faible. La main de Victor a frappé son visage, le réduisant au silence. Elle est ma fille, a dit Victor froidement. Et l'enfant qu'elle porte est mon héritage. Vous avez touché aux deux. Cela a scellé votre destin. J'ai frissonné, non pas par sympathie, mais par la vérité brutale. Je n'avais jamais été impuissante. J'avais simplement ignoré la force qui se tenait derrière moi. Mais alors, Victor s'est finalement tourné vers moi, son expression changeant. Élodie, a-t-il dit, sa voix plus douce. Je n'ai jamais voulu que vous appreniez mon existence de cette manière. Votre mère voulait une vie tranquille. Je lui ai accordé cela. Mais maintenant, vous méritez une protection. Un avenir. Monsieur Vidal s'est avancé, protecteur. Elle a déjà cela. Victor l'a étudié longuement. Deux titans se mesurant l'un à l'autre. Puis j'ai parlé, ma voix tremblante mais ferme. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas de votre empire. Je veux la paix pour mon enfant et je veux qu'Arnaud disparaisse de nos vies pour toujours. Victor a hoché la tête une fois. Alors la justice sera légale, pas létale. Il a fait signe aux agents de la brigade financière. Emmenez-le. Arnaud a crié tandis qu'on l'entraînait. Élodie, vous le regretterez. Vous avez besoin de moi. Vous? Sa voix s'est estompée dans la nuit. Le silence s'est installé. Victor s'est tourné vers moi une fois de plus. Si jamais vous avez besoin de moi. J'ai secoué doucement la tête. J'ai besoin d'une chose. Une chance de construire ma propre vie. Une longue pause, puis quelque chose d'inattendu. Victor a souri. Une femme du bois, en effet. Son regard s'est adouci un instant. Il s'est éloigné, disparaissant dans l'obscurité enneigée. Monsieur Vidal s'est placé à mes côtés. Élodie, c'est fini. Enfin, mes larmes ont coulé, non pas de chagrin, mais de délivrance. Des mois plus tard, je me tenais dans un jardin ensoleillé surplombant Paris, ma fille nouveau-née dans mes bras. Monsieur Vidal s'est approché, le souffle coupé à cette vue. Élodie, a-t-il dit doucement. Je voudrais bâtir une vie avec vous, si vous me le permettez. Une vie de respect et de sérénité. Mon cœur s'est ouvert, stable, guéri, renaissant. Oui, ai-je murmuré, et la ville brillait autour de nous, comme si elle bénissait mon nouveau départ. Et ainsi se conclut l'histoire d'Élodie, non par un fracas vengeur, mais par la profonde résonance d'une dignité retrouvée. Arnaud Beaumont, qui se croyait l'architecte de son propre destin, a vu son empire s'effriter. Sa chute ne fut pas la conséquence d'un manque d'argent ou de pouvoir, mais celle d'une erreur de jugement fondamentale. Il mesurait la valeur des êtres à l'aune de leur apparence et de leur statut, méprisant la force silencieuse de sa propre compagne. Son arrogance à confondre l'estime avec la possession fut son tombeau. Comprenez bien, mes amis, la trahison n'est jamais le reflet de la faiblesse de la femme trahie. Elle prend racine dans les insécurités et la fragilité de l'ego masculin. Arnaud, comme tant d'autres, avait un besoin viscéral de se sentir indispensable, de dominer pour exister. Face à une femme comme Élodie, discrète mais intrinsèquement forte, dont l'autonomie ne dépendait d'aucune validation extérieure, son petit monde de certitude s'est effondré.
Sa lâcheté fut de projeter ses propres manques sur elle, incapable d'aimer ou de soutenir ce qu'il ne pouvait contrôler. La véritable victoire d'Élodie ne fut pas de l'anéantir publiquement ou de se complaire dans la revanche. Non. Sa grandeur résida dans son départ, silencieux, sans une explication superflue, sans un mot de reproche. Elle a choisi la voie de l'intégrité, de la fidélité à ses propres valeurs, même lorsque le monde l'observait avec curiosité. Sa force fut de ne pas se laisser définir par la bassesse d'un autre, mais de reconstruire sa vie, pierre par pierre, dans la paix et la vérité. C'est en honorant son propre chemin, en cultivant son jardin intérieur, qu'elle a véritablement triomphé. La dignité est une forteresse que nul ne peut abattre. Voilà, chers amis, mon récit, celui d'Élodie, se referme ici. Ce cheminement fut long, semé de doutes et de peurs profondes. À chaque carrefour, j'ai dû prendre une décision. Fallait-il faire face, ou bien choisir de se cacher? Fallait-il céder à l'amertume, ou trouver ma propre paix? Je me demande parfois, sincèrement, si vous aviez été à ma place, quel chemin auriez-vous choisi d'emprunter, au fond de votre cœur? Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez partagé un instant mon parcours, n'hésitez pas à laisser une pensée, un simple mot, dans les commentaires. Savoir que je ne suis pas seul à réfléchir à ces choses, cela réchauffe le cœur, croyez-moi. Et si ces récits de vie, ces petites leçons silencieuses, vous apaisent ou vous inspirent, alors restons en contact. Un simple « j'aime », un partage avec ceux qui en auraient besoin, ou vous abonner à « La Revanche Silencieuse », c'est une manière douce de poursuivre cette route ensemble. Pour que d'autres âmes puissent aussi trouver un peu de réconfort, ou de force. Je vous quitte maintenant, vous laissant à vos propres pensées, avec l'espoir qu'elles soient empreintes de sérénité. Prenez bien soin de vous. Et peut-être, à très bientôt pour un autre moment de partage, ici, sur La Revanche Silencieuse. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.